Nouvelle session de l'information économique sur Sika TV. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Voici pour commencer le sommaire. À tout de suite. En Angola, le budget 2018 a été voté par le Parlement. Il est estimé à 45 milliards de dollars. La Banque centrale tunisienne a un nouveau gouverneur, son nom Marouane El Abbassi, ex-cadre à la Banque mondiale. Puis au Tchad, les récentes mesures d'austérité appauvrissent les familles. À N'Djamena, elles ont du mal à subvenir à leurs besoins quotidiens. Voilà pour le sommaire, à nouveau bienvenue. Je le disais en titre, le Parlement angolais a adopté la semaine dernière le budget de l'État pour le compte de l'année 2018. Le budget en question est estimé à environ 45,69 milliards de dollars. Suivez cet élément pour en savoir davantage sur le sujet. 45,69 milliards de dollars, ainsi s'élève le budget adopté par les députés angolais au titre de l'année en cours. L'État angolais prévoit pour le compte de cette année 2018 une croissance économique de l'ordre de 4,9%, une prévision nettement en hausse par rapport à celle du Fonds monétaire international FMI, estimée à 1,6%. Parlant toujours de la prévision concernant la croissance économique angolaise, elle est motivée par les différentes stratégies de diversification de l'économie et d'assainissement de l'environnement des affaires mises en œuvre par le gouvernement actuel. À l'occasion de ses 100 premiers jours à la tête du pays en janvier dernier, le président angolais avait déjà annoncé la mise en place d'une vingtaine de nouveaux projets d'exploration minière. Ces projets s'inscrivent dans la politique de réduction de la dépendance de l'économie angolaise par rapport au pétrole et devaient permettre au pays de booster sa croissance économique. Notons que le gouvernement angolais a annoncé la possibilité de revoir les priorités de cette année si besoin il y a, ainsi que la nécessité de réduire la dette publique. Celle-ci, rappelons-le, est actuellement estimée à 38,06 milliards de dollars. Autre information dans cette édition, le Parlement tunisien a validé jeudi la nomination de Marouane El Abbassi comme nouveau gouverneur de la Banque centrale tunisienne. Ancien économiste de la Banque mondiale, Marouane El Abbassi succède à son prédécesseur qui a donné sa démission la veille en raison d'une polémique. Voici le reportage. La nomination de Marouane El Abbassi a été validée par 134 voix sur 217. Il succède ainsi à Chedli Ayari et prend les rênes de la Banque centrale tunisienne. Sa nomination intervient au moment où la Banque centrale tunisienne est sous pression, avec des réserves en devises particulièrement basses, couvrant 84 jours d'importation, le niveau le plus bas depuis 14 ans. La situation est compliquée. Elle n'est pas impossible à surmonter. Nous pouvons nous en sortir, mais il faut changer notre état d'esprit, c'est-à-dire le mindset, comme disent les Américains. Il faut qu'il change à 180 degrés pour rentrer éventuellement dans des possibilités de solutions. Je ne crois pas qu'il y ait une crise qui n'ait pas de solution, mais on doit se concentrer. Il y a des priorités, on ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, je vois, ce qui me dérange le plus, c'est ce dont je vous ai parlé, l'inflation et le déficit de la balance des paiements. En Tunisie, l'inflation a passé la barre des 5% sur l'ensemble de l'année 2017 et devrait continuer à croître. À l'origine de cette situation, la chute du dinar et la hausse des impôts. Quant au déficit commercial tunisien, il atteint des chiffres records, dépassant les 14 milliards de dinars, soit 4,8 milliards d'euros. Le pays s'apprête également à effectuer des emprunts sur les marchés internationaux pour boucler son budget et combler ses besoins en devises. Direction le Tchad, où les nouvelles mesures d'austérité mises en place par le gouvernement depuis le début de l'année 2018 touchent de plein fouet le portefeuille des familles à N'Djamena. Il est donc de plus en plus difficile pour ces dernières de s'offrir 3 repas par jour. Voici le reportage.
L'année 2018 est celle des réformes économiques au Tchad. Depuis son entame, les autorités tchadiennes adoptent des mesures l'une après l'autre afin de booster l'économie du pays. Des mesures a priori louables, mais qui ont du mal à passer au sein des populations qui ont de plus en plus mal à joindre les deux bouts. Certains n'arrivent même plus à trouver les 3 repas quotidiens. On n'arrive pas à manger 3 fois par jour comme avant. On mange seulement une fois. Le matin, on prend le thé simple avec 4 beignets. Ce n'est pas comme avant où les enfants prenaient le lait, le chocolaté, le pain, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas facile de joindre les deux bouts. On n'arrive pas à manger 2 à 3 fois par jour comme avant. C'est juste un seul repas par jour. Un repas qui n'est pas du reste consistant. L'essentiel étant de trouver ce qu'il faut trouver à manger pour ne pas mourir de faim. Les choses deviennent de plus en plus chères au marché parce que les marchandises arrivées au niveau des douanes, les douanes taxent beaucoup. Les taxes augmentent chaque année. Donc c'est ça qui fait que les choses sont augmentées au marché. La situation économique du Tchad est peu reluisante. L'économie tchadienne a plongé après la chute du prix du baril en 2015, les recettes budgétaires du pays provenant à 70% du pétrole. Pour payer ses fonctionnaires, dont la masse salariale consomme 80% des ressources propres du pays, N'Djamena a dû recourir à un emprunt de 779 milliards de francs CFA entre 2014 et 2017 auprès des banques. Voilà, c'est sur cette information du Tchad que prend fin la première partie de cette édition. On passe à présent à la page de l'entretien, mais d'abord cette petite transition. À tout de suite. Voilà, l'échange du jour portera sur la filière anacarde et ce au sein de l'espace de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. L'état des lieux, ce sera bien évidemment avec Casimir Kwejo. Bienvenue à vous. Bonjour, génial. Alors, d'entrée de jeu, comment se porte aujourd'hui la filière anacarde au sein de l'espace CEDEAO? La filière anacarde se porte très bien, se porte à merveille. Partie en 1990 pour être une filière, une production pour lutter contre le réchauffement climatique, notamment l'avancée du désert dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso et bien d'autres. La filière s'est imposée aujourd'hui comme un soupape pour les exportations au niveau de la sous-région. Il faut déjà dire qu'en 2016 et en 2017, la filière a connu une croissance en termes donc, de production en tonnes, soit environ 7% donc, de la production aujourd'hui, marquée donc, par la progression, l'amélioration et également l'évolution donc, des plantes. Et aujourd'hui, au niveau de la sous-région, on se plaît donc, à mettre un point d'honneur sur l'amélioration des anacardes au niveau de certains pays comme le Bénin, comme le Togo, comme la Guinée, qui aujourd'hui reste le 3e pays producteur donc de noix d'anacarde au niveau de l'espace UEMOA. Il faut donc dire que la filière se porte à merveille et d'ici à là, cette filière pourra s'imposer comme une filière importante en termes donc de ressources internes des pays de la CEDEAO et pourquoi pas de l'UEMOA. Alors, quels sont les principaux partenaires commerciaux de l'Afrique de l'Ouest dans cette filière-là? Les partenaires sont de 2 ordres. Il y a d'abord les partenaires commerciaux tels que les pays de l'Asie et notamment les pays comme la Chine, comme le Pakistan, comme le Vietnam, qui aujourd'hui qui est le premier partenaire commercial en termes donc d'achat des noix donc d'anacarde au niveau de l'espace UEMOA, mais aussi au niveau de la CEDEAO parce que c'est les deux combinés, à la fois le Nigeria, la Gambie et bien d'autres encore qui aujourd'hui attirent plus donc d'investisseurs en termes donc d'échanges commerciaux au niveau de l'espace. L'autre chose qu'il faut noter au niveau des partenaires, c'est que c'est des pays comme des pays de l'Union européenne qui jadis étaient un peu réticents en termes donc d'apport au niveau de la filière, en termes d'amélioration des plantes, en termes donc de recherche dans le domaine, étaient un peu donc réticents, ont compris aujourd'hui la nécessité d'aider des pays comme la Côte d'Ivoire, tels que le Bénin, en termes de production, en termes de plantes beaucoup plus améliorées, pouvant permettre donc à ces pays d'accroître leur production. Et donc les partenaires aujourd'hui sont de 2 ordres. Il y a les partenaires scientifiques tels que l'Union européenne qui apportent une plus-value en termes donc de régénérescence donc des
des vieilles plantations au niveau de ces pays-là, mais aussi il y a des pays comme le Vietnam qui viennent donc acheter à bon marché donc la production au niveau de ces pays-là. Donc voilà un peu comment se présente le tableau des partenaires techniques et financiers au niveau donc de la CEDEAO en termes d'apport, en termes d'achat, mais aussi en termes de plus-value pour donc la filière Anacad. Alors, on parle de l'espace CEDEAO. On va mettre un accent particulier sur la Côte d'Ivoire qui est quand même annoncée comme étant partie pour une production record de noix d'anacarde au cours de cette année 2018. C'est bien ça, génial. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, déjà en 2016, a affiché 47% de progression du total donc produit au niveau donc de la CEDEAO, parce qu'il faut préciser ici, lorsque nous avons retrouvé les statistiques, c'est au niveau de la CEDEAO, nous avons retrouvé les meilleures statistiques. Et donc la Côte d'Ivoire a pu donc produire 47% de la production au niveau de la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO, s'affiche donc comme le premier donc producteur de la noix d'anacarde au niveau de la CEDEAO. Il est suivi directement donc de la Guinée-Bissau avec 14% de la production, soit environ 225 000 tonnes de noix d'anacarde produites. Il y a un grand écart. Comment s'explique justement cet écart-là? Oui, parce que la Côte d'Ivoire, vous savez, la Côte d'Ivoire travaille beaucoup. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a compris la nécessité donc de développer certaines filières qui garantissent forcément beaucoup de plus-value. Et donc, l'anacarde aujourd'hui est promu au niveau de la Côte d'Ivoire en termes donc de produits de rente, en termes de produits pouvant porter beaucoup de devises à ce pays-là. Et donc, la Côte d'Ivoire, un peu comme le disent les Ivoiriens, ne blague pas donc avec les ressources pouvant permettre aujourd'hui de faire développer ces filières-là. Et donc, entre le premier et le deuxième, il y a forcément cet écart-là. En dehors donc de la Guinée-Bissau, on a le Nigeria qui s'affiche comme le troisième donc producteur au niveau de la CEDEAO, et enfin le Bénin qui est le quatrième avec environ 125 000 tonnes. Donc voilà un peu le tableau, mais je continue par le dire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est à la fois la production, mais aussi la transformation au niveau du pays. La Côte d'Ivoire est en train de loucher les 100% de transformation au niveau donc du pays, afin de pouvoir véritablement apporter une plus-value donc à cette filière. Et je crois que ce n'est pas impossible pour Ivoiriens. Les Ivoiriens pourront donc donner cet exemple-là au niveau de la CEDEAO. Il faut également dire que le Nigeria est en train de se battre pour véritablement renverser la tendance, surtout après 2015 où le pays a connu des situations malheureuses avec le pétrole qui jadis était donc le principal produit d'exportation. Le Nigeria s'est lancé dans l'agro-business et je crois que la filière anacarde aura de très bons jours devant lui si véritablement le pays continue donc par investir dans la production de l'anacarde. Voilà, merci beaucoup Casimir Pedjo. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite au programme sur Sika. À très vite.